diffusé dans une autre culture très différente, et donc avec aussi un physique très différent des parents. Comment dire, la manière dont tu l'as dit, j'avais l'impression qu'il y avait du coup une impossibilité d'accéder à ce remboursement de la dette de vie, puisqu'on était dans quelque chose qui était plus, comme Olivier l'a dit aussi dans sa présentation, de l'ordre du culturel, et donc le biologique, hein, qui est quand même ce qui fait qu'on est au monde et qu'on a cette chance-là, n'était plus pris en compte. Voilà. Ce qui est, de mon expérience, c'est pas le cas. C'est très très biologique, l'adoption. Alors, juste pour rectifier, effectivement, la notion de dette de vie, je pense qu'elle peut exister éminemment aussi en cas de filiation biologique. Pour éclaircir, de toute façon, elle n'est pas pour moi dans la notion de l'adoption ou alors l'adoption, elle devrait être symboliquement plénière entre une maman et son bébé, même d'un point de vue physiologique. Ça, c'est une certitude pour moi. On travaillait en réanimation néonatale quand les enfants naissent avec une très grande prématurité. L'idée, c'est de pouvoir instaurer la qualité de ce lien qui doit se tisser au jour le jour, qui va s'appuyer ou pas sur la représentation mentale bien avant ce jour de la naissance physique. Et dans cette représentation mentale, il y a toutes les représentations depuis toute petite et depuis son grandir. Cette représentation mentale, avec imaginer comment on pourrait être une mère, existe aussi. Évidemment, chez les mamans qui adoptent. Et l'idée, c'est que toutes ces étapes, je peux rejoindre complètement, existent aussi, bien sûr, chez les mamans, les couples qui adoptent, dans la mesure où il va y avoir toutes ces étapes qui se franchissent avec de différentes façons, de façon plus symbolique sans doute, mais éminemment aussi dans leur vécu physique et corporel. J'ai en tête une histoire d'une personne que je connais qui a adopté une petite fille qui était en Chine, et entre le moment où lui a été attribué cet enfant, il faisait penser au moment où les femmes peuvent physiquement savoir qu'elles sont enceintes avec l'annonce dans le laboratoire. Puis il s'est passé, c'est pas une blague, 9 mois avant qu'elle puisse avoir la nomination et la photo de l'enfant. Et pendant ces 9 mois, elle a imaginé, rêvé ce que pouvait être cet enfant. Elle a imaginé, rêvé ce qu'elle pouvait être en tant que maman. Elle a imaginé, rêvé comment elle pouvait être une maman malgré tout, même si ce n'était pas une naissance physiologique, malgré que sa mère à elle lui ait donné naissance physiologiquement. Et puis, elle m'a raconté, cette personne, comment avec son mari, ils étaient côte à côte et ils ont ouvert l'enveloppe. Symboliquement, elle m'a raconté son émotion quand elle ouvrait l'enveloppe. Son visage était encore rempli de larmes, elle me le racontait plusieurs semaines après. Elle a ouvert l'enveloppe avec toute la symbolique de ce mot-là. Elle a tiré la photo de l'enveloppe. Elle a fait connaissance avec leur fille. Et ils ont tous les deux découvert en même temps, en sortant la photo de l'enveloppe, le visage, ils ont rencontré. Et elle m'a dit, ça a été immédiatement le coup de foudre. Ce sont des paroles que j'entends presque au quotidien en maternité. Il s'agit bien d'une naissance, d'une maman, d'un papa, d'une naissance d'un enfant. Et la façon dont elle a pu affilier cet enfant, ça avait été de... Elle avait un prénom, je vais prononcer le prénom, et certains peut-être repéreront le prénom de l'enfant. L'enfant s'appelait Lee. Ils ont juste rajouté Chou, qui est un diminutif un peu basque, et ça a donné Lichou. Et j'ai trouvé que dans ce prénom, qui n'est même pas un double prénom, mais un prolongement, Chou, c'est un diminutif affectif. Et donc de donner un petit diminutif affectif à ce prénom qui s'appelait Lee, j'ai trouvé ça extraordinaire, comme la boucle un petit peu qu'avait évoqué Pascal autour de la filiation. Donc c'est bien ces restitutions autour de pouvoir devenir mère, ces restitutions à sa propre mère, à pouvoir être une mère, que ce soit d'un point de vue physiologique, psychologique, adoptif. Il y a tout ce travail d'apprivoisement, non seulement de l'enfant, mais de l'enfant envers ses parents, au sein d'une société, d'une culture et d'une famille. Merci. Une question ?
Christian Pointelas, qui va nous parler en fin de compte sur cette question universelle qui se pose dans n'importe quelle famille. C'est qu'une fois que l'enfant arrive, que l'enfant est là, comment on va s'opérer cette rencontre. Il va nous parler de cette rencontre par le prisme de l'adoption, parce que lui-même étant papa adoptant, donc il est psychiatre, médecin psychiatre. Voilà, bienvenue Christian. Vous m'entendez? Merci. Donc je remercie l'organisation. Et je vais d'abord, dans les congrès médicaux, je ne vais pas très souvent, et vous encore moins, je pense que non, je l'espère pour vous, on doit déclarer un petit peu ses conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu en médecine. Donc ici, il n'est pas question d'argent, mais les premiers conflits d'intérêts, donc effectivement, quand Olivier Roselyne, entre autres, je vous connais, je ne sais plus trop les autres prénoms en tête, m'ont invité et m'ont proposé le sujet de mon intervention, adopter ses parents, j'ai senti, sans que ce soit précisé, un clin d'œil appuyé, mais c'est moi qui ai voulu bien sûr le sentir, sur ma position et ma fonction de parent adoptant, au-delà d'être psychiatre. Donc ça c'est le premier conflit d'intérêt, donc j'ai choisi de traiter par une sorte d'effet de loupe et de décalage cette question d'adopter ses parents qui concerne tout le monde, et là je viendrai au deuxième conflit d'intérêt, sur la question plus particulièrement de l'adoption. Deuxième conflit d'intérêt, j'ai bientôt 58 ans, et je suis sur le long chemin de l'adoption de mes parents, qui n'est peut-être pas tout à fait terminé, mais bon, j'ai franchi quelques étapes. Donc ça c'est le deuxième conflit d'intérêt. Alors, dans la question d'adoption, oui, et puis pour la petite histoire quand même, je suis dans les confidences, ça fait 18 ans maintenant, à peu près, que je fais partie d'une association qui s'appelle Enfance, Famille d'Adoption sur le 64 et le 40, et que surtout je co-anime des groupes de parole de parents adoptants sur les questions de l'adoption. C'est 18 années aussi de réflexion commune, où j'y suis au double titre de psy et de parents adoptants. Alors avant l'adoption, il y a l'abandon. C'est un mot tabou dans notre société, aussi j'enlève les lunettes, alors je trouve la lutte à distance, qui préfère effectivement dans notre société, on préfère l'escamoter souvent, et puis je crois qu'on a quand même souvent tendance à stigmatiser un peu ses parents biologiques, les mères surtout, qui renonceraient à élever leur enfant. Il y a quand même un climat de stigmatisation. Comme si renoncer à l'enfant que l'on a conçu était un acte condamnable. Il s'agit dans la majorité des cas d'un drame psychologique, souvent d'un drame social, voire les deux à la fois, qui vont amener les parents biologiques, la mère le plus souvent toute seule, à décider de ne pas élever son enfant. Espérons que d'autres, souvent, seront plus à même d'assumer cette tâche pour le bénéfice de l'enfant. Pour les parents adoptants, au-delà d'un acte de générosité à l'égard d'une enfance malheureuse, qui baigne, je crois, le conscient et l'inconscient collectif, le désir d'adoption, au-delà du désir d'enfant, suppose et supposera une élaboration psychique pour leur permettre de faire le deuil du désir d'enfant issu de leur chair pour accueillir l'enfant des autres. Bien sûr, il y a des cas particuliers, des couples ayant déjà des enfants biologiques et qui désirent en plus adopter des enfants. Ça existe pas mal. Si l'humain n'est pas réductible à ses liens biologiques, et si la majorité des enfants adoptés semble aller bien, il restera toujours au cœur même d'un adopté une certaine fragilité liée à son abandon. Elle en fait sa spécificité, et des auteurs ont pu, à l'image de Guy, un autre adopté, et de son complexe distinguant le stade de la structuration du psychisme humain, décrire le développement particulier des adoptés à travers ce qu'ils ont nommé le complexe de Moïse. Alors selon la légende reprise dans la Bible,
serait de la mort ordonnée par le Pharaon. Tous les nouveau-nés mâles des Hébreux devront être supprimés. La Bible rapporte comment sa mère, ne pouvant cacher le nouveau-né au-delà de 3 mois, le dépose couché dans une corbeille enduite de pois, c'était la colle hume de l'époque, sur les rives du fleuve, sous la surveillance de sa sœur aînée Myriam. La fille de Pharaon, venue se baigner, découvre alors l'enfant. L'ayant adopté, elle le confie sur les conseils de Myriam et contre salaire aux soins nourriciers de sa mère de naissance. Ayant grandi, l'enfant retourne chez sa mère adoptive, la fille du Pharaon, qui le nomme Moïse, parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. C'est l'étymologie de Moïse. Il se révoltera contre son peuple adoptif en le voyant maltraiter son peuple de naissance. On retrouve dans cette légende, que j'ai récupéré un petit peu dans un bouquin qui s'appelle Directement le contexte de Moïse, de Diane Drey et Colette Frère, on retrouve dans cette légende, reprise dans la Bible, des circonstances souvent présentes dans l'adoption actuelle. Je citerai que la décision de l'abandon est prise en raison de circonstances de contrainte, le plus souvent. Bien sûr, l'adoption de Moïse, bien que lui conférant un statut et une filiation noble, d'être enfant du Pharaon, ou de la fille du Pharaon, se révoltera néanmoins contre cette filiation par loyauté envers son peuple d'origine. On pourra arguer avec raison que cette révolte peut être due au fait d'avoir été nourri par sa mère biologique en dépit de l'abandon. Il nous est impossible de réécrire cette histoire, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le lien qui unit un enfant à sa mère génitrice est un lien qui se crée pendant la grossesse et que l'enfant vient au monde porteur d'émotions, de traces chimiques qu'il a ressenties inutilement. La séparation d'avec la mère d'origine entraîne, s'il est abandonné à la naissance, un trauma sensoriel qui laissera des traces. Si l'abandon se passe après des mois ou des années, c'est l'histoire de l'attachement maternel qui sera en jeu. La problématique de la double loyauté incarnée par Moïse, au-delà d'avoir eu pour nourrice sa mère biologique, est aussi reliée à la double filiation des émotions premières et des souvenirs inconscients. On retrouve dans cette légende la notion de non-dit et de secret gardé par les uns et par les autres, au nom de l'intérêt de l'enfant, qui y sont présents, bien qu'imprécisément. C'est une légende. On ne sait pas toujours qui sait quoi et qui ignore. Double loyauté, secret des origines, intérêt de l'enfant, révolte, destin de l'histoire. On retrouve là de nombreux éléments du parcours de beaucoup d'adoptés d'aujourd'hui qui vont imprégner les particularités de l'attachement et de l'adoption des nouveaux parents dans cette filiation particulière. La double loyauté, qui n'existe pas dans le registre légal de l'adoption plénière, reste inscrite dans l'inconscient et influence le roman familial. Après la naissance, l'attachement se met en place sur d'autres bases. Le regard cherche à reconnaître la mère, jusque-là présente mais non vue. Cette connaissance intuitive du fœtus quant au vécu de sa mère reste un mystère, mais force est de constater que les bébés savent. L'expérience permet de constater une loyauté différente selon la manière dont la mère de naissance a vécu la séparation d'avec son enfant. Certaines mères le font le cœur plus ou moins en paix. Elles font un don dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce cas, celui-ci se retrouve moins engagé dans une fidélité inconsciente, au premier temps. En revanche, lorsque la mère doit se séparer de l'enfant contre son gré, parce qu'elle est soumise à différentes pressions, la loyauté de l'enfant peut rester très prégnante à son égard. Lorsque l'enfant porté pendant 9 mois est rejeté comme un mauvais objet, la situation est des plus ambiguës. Dépendance, haine et dépression peuvent se retrouver au rendez-vous pour perpétuer ce qui n'a pu se cicatriser. Lorsque les intervenants de l'adoption sont conscients de l'importance pour le bébé d'avoir un message clair, ils tentent d'inciter la mère à expliquer à son enfant les raisons de la séparation, ou tout du moins à ce qu'elle lui accorde un regard d'adieu, un feu vert, une bénédiction pour son ancrage ailleurs. Là, je
je parle bien sûr dans les cas, non pas optimum, mais les cas un petit peu de la naissance sous X, en particulier en France au moins, et puis les cas d'accompagnement qui peuvent avoir lieu aussi à l'étranger, mais qui ne sont pas toujours présents, de ces accompagnements de la mère qui doit essayer de se séparer de son enfant. Que l'enfant soit adopté quelques heures après sa naissance, alors en France, je vous rappelle que la mère mettrait l'enfant sous X, qui donnerait naissance à l'enfant laissé sous X, à 3 jours pour l'abandonner, hein, ça doit se faire dans les 3 jours, et l'enfant est adoptable dans les 2 mois qui suivent après un passage en famille d'accueil, l'adoption sous X. Donc, que l'enfant soit adopté quelques heures après sa naissance ou des années plus tard, il a perdu sa mère. La différence entre les adoptions, c'est le délai entre la séparation avec la mère d'origine et la possibilité de trouver une nouvelle mère, prenant le relais de la première. Si la loyauté existentielle est éprouvée envers la mère qui l'a mis au monde, l'enfant adopté se veut aussi loyal envers sa mère adoptive qu'il a désirée, puis éduqué, cajolé, puni. Il se retrouve face à une double loyauté. Plus rarement, l'enfant ressent une loyauté vis-à-vis de son père d'origine. Ce dernier est le plus souvent objet d'indifférence, néantisé, voire de haine. Amener l'enfant à connaître son origine biologique, si on notait, et si en plus on notait l'adoption, ce serait encore beaucoup plus catastrophique, entraîne, il faut le savoir pour l'accompagner, le placer devant une question très difficile. Comment ne pas faire le choix d'un camp? Est-il possible d'investir 2 mères, parfois 2 pères? La tentation est grande de les cliver en bonne et mauvaise référence parentale. L'enfant adopté ne choisit pas son sort. Il se retrouve membre d'une famille qui le choisit. Il doit pouvoir entrer dans une dynamique d'adoption de ses parents adoptifs pour devenir alors un enfant adopté. Adoptant le couple parental adoptif comme modèle identificatoire, il élaborera dans l'intimité de sa psyché une adoption de ses parents. Il les investira affectivement. Petit, l'adopté refuse parfois l'idée même d'être né ailleurs, de notre ventre. On voit souvent des témoignages de mères adoptantes qui disent mon fils, ma fille, un jour m'a demandé, d'abord insister pour dire mais oui, je suis né dans ton ventre, maman. Et dans les groupes de parole, on a souvent ces témoignages de mères adoptantes gênées, ne sachant pas, disant mais non, c'est pas possible, étant dans la réalité, n'étant pas dans l'imaginaire de l'enfant. Et quelquefois, certains ont pu dire de rejouer le scénario, bien sûr, soit avec des coussins, soit en essayant de rejouer effectivement ce que l'imaginaire de l'enfant vient. Je dis toujours, quand on accompagne l'enfant, on n'accompagne pas que la réalité. Je crois qu'il est important d'accompagner l'enfant où il a né, lui, dans son imaginaire. Je crois que ça, c'est très important. On ne pourra y revenir peut-être dans la discussion. Voilà, il veut être en fait, il veut être l'enfant comme les autres, ceux qu'il côtoie au quotidien. Il veut faire du couple parental ses seuls parents, au point parfois de les mettre en lieu et place des parents de sang. Le mimétisme joue ici un rôle essentiel. En grandissant, tout enfant s'interroge sur la vie, la mort, l'amour, le désir d'enfant, afin de trouver place et sens à sa propre vie. Surgissent alors pour l'adopter les premiers questionnements sur ses liens avec ses parents adoptifs, ses origines. C'est cette traversée qui permettra à l'enfant d'adopter ses parents. Mais d'adopter à l'adoptif, le chemin peut être long. Parcours difficile, parfois oscillant entre le manque de confiance en soi, le renfermement, l'évitement et le fait de tester le lien d'attachement des parents adoptifs. Tableau parfois d'abandonnisme, s'appuyant sur le réel du roman familial, ce que Baline a théorisé dans bien d'autres relations, marquées par cette zone du défaut fondamental. En 2 mots, la thèse de Baline, c'est que là où l'autre a fait défaut, c'est moi, je le cite, là où l'autre a fait défaut, je ne peux le concevoir que par le fait d'être porteur d'un défaut fondamental. Ce sont tous ces abandonnés qui nous en ressortent.
clientèle, ils sont pas tous abandonnés, loin de là, qui ne peuvent s'expliquer ce qu'ils ressentiraient comme un manque d'amour, ou comme un délaissement, ou comme un manque vis-à-vis de leurs propres parents, alors qu'ils étaient abandonnés ou pas, par le fait de « je ne vaux rien ». Je suis nul, je ne vaux rien. Et ceci explique que j'ai pu être ou abandonné, que j'ai pu être délaissé, mal aimé. C'est une sorte un petit peu de principe victimologique d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'enfant, très dépendant de ses parents, ne peut pas imaginer qu'il ne puisse pas être aimé, point, et que ce soit que l'affaire de ses parents. Il se victimise et il prend en compte, lui, le fait d'avoir une responsabilité là-dedans. On peut voir des non-investissements, des attaques contre les liens, contre les apprentissages de ces enfants issus de l'adoption, pour certains, des attachements insécures, des ambivalences du lien entre évitement et résistance. L'adolescence de ces enfants adoptés peut venir renforcer ces attitudes et ces conflits. Ce temps fort, marqué par une recherche d'identité, se traverse de manière d'autant plus difficile quand on n'a pas de lien généalogique avec ceux qui vous ont élevés. Un professionnel l'explique ainsi, il s'agit de Nancy Newton-Vernier, les adoptés ont une identité comme du gruyère. Il y a beaucoup de trous dedans. Les différences d'apparence physique, de personnalité, d'ethnie et de culture rendent l'identification avec les parents adoptifs encore plus difficile. La difficulté de n'avoir personne qui vous ressemble et à qui vous ressemblez est une question angoissée, très répandue et qui redouble la question sur laquelle des origines. Et le fait d'aller voir son dossier et peut-être d'aller rencontrer sa mère d'origine. De l'importance à ces moments-là de ne pas fermer la porte, mais de ne pas précéder non plus les démarches. Souvent, l'adolescent a juste besoin de vérifier que cela est possible, que ça ne fait pas trop peur à ses parents adoptifs et qu'il peut y accéder. Bien souvent, donc il y a des questions qui surviennent à différentes périodes de la vie de cet enfant adopté, mais qui se redoublent souvent à l'adolescence. Mais j'ai pu le vérifier aussi avec d'autres filles, c'est qu'à partir du moment où on dit que oui, ok, on va t'accompagner, on va téléphoner à l'ASE, ok. Souvent là, il y a un petit coup de frein. C'est important de respecter aussi ce coup de frein, et peut-être que ça se fera beaucoup plus tard, ou pas du tout. Dans l'adoption, la première question qui se pose est celle de la filiation, la plus loin filiation. Or, cette notion prend des tonalités différentes selon la lecture privilégiée. Parle-t-on de filiation juridique ou de filiation psychique? L'une et l'autre peuvent certes être intriquées, mais aussi dissociées. L'enfant étant alors reconnu par le droit comme fils ou fille d'eux, mais refusant intimement et psychologiquement de se considérer comme tel. Lucette Payat, psychanalyste, dégage la question essentielle qui consiste à savoir comment le droit peut énoncer des règles applicables à tous dans un domaine qui touche à l'intimité la plus profonde de l'être, à son essence et à son cœur, comment le droit peut appréhender l'amour qui, c'est bien connu, n'a jamais connu de droit. Alors la filiation en droit. La filiation en droit est un lien fondamental entre trois personnes. L'enfant, une femme qui se dit sa mère, et ou un homme qui se dit son père. Le droit institutionnalise le lien de l'enfant avec chacun des parents, mais aussi le lien des parents entre eux. C'est un lien de droit. La filiation est adoptive quand elle est créée par un jugement à la demande des parents adoptifs. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de problème de preuve. Elle est indiscutable et ne peut être remise en cause que par les parents adoptifs eux-mêmes. C'est malheureusement quelques situations un peu extrêmes où ces enfants adoptés vont être abandonnés une deuxième fois parce que, effectivement, la greffe ne prend pas. C'est des situations souvent catastrophiques, très dures pour tout le monde, les parents, pour l'enfant, pour tout le monde. Et là, bien sûr, il y a possibilité, effectivement, de révoquer, de casser ce jugement d'adoption. En ce qui concerne les parents et les enfants au niveau de la filiation d'un point de vue psychique, ce
Se sentir l'enfant de son parent est le résultat d'un processus psychique qui s'inscrit dans le temps. C'est un éprouvé qui se construit dans la relation et les affects qui s'y nutrit. En même temps, ce sentiment est au-delà de l'amour, en dehors de l'amour. Être aimé est important et structurant, mais il faudrait qualifier cet amour pour tenter de comprendre ce qui peut le transformer en sentiment filiatif. Certains enfants adoptés qui disent bien avoir reçu de l'amour ne se sentent pas pour autant l'enfant de leurs parents. Il ne les a pas adoptés. La vérité de la filiation chez un sujet est singulière. Elle se parle et se dit au regard du vécu de celui qui raconte. La filiation se construit dans cette auto-narration qui cherche à relier le sujet à sa famille. Si parfois la construction prend des allures de promenade, bien souvent, trop souvent, les situations d'adoption n'échappant pas à la règle, la filiation peut ressembler parfois davantage à un naufrage. Jean-Louis Lyotard, à la suite des travaux de Freud, se penche sur la question de la filiation narcissique. Je le cite, « C'est pour garder une référence à des parents idéaux, constitutifs à cette période d'une bonne image narcissique de soi, que l'enfant invente un roman familial et peut se sentir descendre de parents autres que ses parents réels. La constitution du lien de filiation se situe alors dans une continuité et trouve sa place dans les rapports aux ascendants et aux descendants réels et imaginaires. Dans la parole, le sujet recherche de connaissances sur lui-même au travers de ses affects, de ses défenses et des récits qu'il peut faire sur son identité, ses origines. Pierre Lévy-Soussan énonce à propos de la construction de cette filiation psychique, je le cite, « Cette filiation s'origine dans la légitimité du désir, de la reconnaissance affective, de l'énonciation de la parole. On retrouve dans ses fondements imaginaires une représentation mythologique d'un lien de filiation originelle présent dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Cette filiation relie l'enfant au couple dont il est issu grâce au fantasme du désir qui l'a précédé avant sa venue au monde. Je rajouterai dans la filiation adoptive avant son adoption. Ce processus sans cesse en mouvement suscite des interrogations tout au long de la vie, rendant le sujet plus vulnérable à certaines périodes comme l'adolescence. La place que s'octroie chaque membre de la famille est fondamentale. Ce sentiment de filiation s'exprime bien dans une dimension psychique et se construit dans un cadre juridique qui nomme, définit la place de chacun. D'où l'importance qu'apparaisse l'impression que ce lien est indestructible pour que la fiction instituée devienne entière et définitive par l'adoption plénière, pour soutenir la construction subjective de sa propre vérité. Quand certaines fois un enfant abandonné puis adopté arrive à l'âge adulte se dit enfant de personne, il vient signifier que la filiation symbolique ne s'est pas construite, qu'il est resté en dehors du désir parental du couple adoptant. Ces enfants se vivent comme éduqués par des parents adoptifs auxquels ils sont reconnaissants, mais en aucun cas comme leurs enfants. La filiation a été entravée, ils n'ont pas adopté leurs parents. Michel Soufflet et Janine Noël ont décrit comment chaque enfant doit vivre son roman familial et en faire le deuil pour se contenter de ses vrais parents, entre parenthèses adoptifs biologiques. Il en est de même pour les parents aux prises avec la construction de la famille, qui doivent se contenter de leur vrai enfant. Mélanie Klein, dans la cure psychanalytique d'enfants, faisait très bien la distinction entre les parents de la réalité et les parents fantasmatiques. Cela lui permettait de porter un regard indulgent sur les parents réels, d'avoir une bonne relation avec eux, tout en repérant l'image que les enfants intériorisaient. Ces imagos introjectés des parents sont naturellement très différentes de celles de la réalité, car le processus même d'introjection les modifie, ainsi va la vie psychique.